parler de cette semaine peut-être décisive pour l'avenir de l'Ukraine, semaine de négociations entre la délégation américaine et les délégations ukrainiennes et russes. Ça se passe à Riyad, en Arabie Saoudite. Et pour en parler autour de la table, dans le temps de l'info, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Saporta. Bonjour Isabelle, éditorialiste à RTL. Dominique Seux, bonjour à vous Dominique, éditorialiste à France Inter et aux Échos. À mes côtés également Jean-Baptiste Djebari, bonjour. Bonjour à tous. Ancien ministre des Transports, et Michel Polaco, bonjour à vous, et expert en aéronautique et expert également des questions de défense. Voilà pour ce tour de table, et on va avoir vraiment besoin de votre expertise et de vos lumières pour nous expliquer ce qui se passe en ce moment à Riyad. Une semaine décisive, je le disais, quelques jours après cet appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le président russe, lors de cet entretien téléphonique, avait dit accepter un cessez-le-feu, en tout cas en ce qui concerne les infrastructures énergétiques, mais il a dit non à un cessez-le-feu élargi. Pendant ce temps, l'Ukraine fait toujours face à des frappes intensives, des frappes russes. Hier, des attaques ont encore fait des morts, notamment à Kiev. On va retrouver notre correspondant à Moscou. Bonjour Jérôme Garraud. On a le sentiment, alors la délégation russe est arrivée il y a quelques instants, c'est cette délégation qui donne le tempo, qui pose ces conditions. Bonjour, oui, la réunion entre Russes et Américains a commencé il y a à peu près une heure à Riyad, mais d'emblée, le Kremlin a tempéré les espoirs qu'on pouvait avoir. Il n'y a même pas de mention d'arrêt des combats, par exemple. Alors, d'après Moscou, ce qui sera discuté aujourd'hui, c'est la reprise de l'accord céréalier, vous savez, qui avait fonctionné brièvement entre 2022 et 2023. Donc, les Russes vont probablement exiger que soient assouplies les sanctions économiques sur leurs exportations d'engrais, pour en échange laisser passer les bateaux ukrainiens chargés de blé. Mais même ça, ce n'est pas sûr que ce sera signé. Le Kremlin a souligné qu'il y avait de nombreuses nuances, des problèmes à soulever, et que ces négociations, de manière générale, seront difficiles et prendront du temps. Alors ce qu'on peut attendre dans l'immédiat, dans le prolongement de cet accord céréalier, c'est un éventuel cessez-le-feu, mais uniquement en mer Noire, uniquement sur les bateaux. Donc vous voyez, le chemin vers le cessez-le-feu total est encore assez long, hein. Merci beaucoup Jérôme pour ces précisions en direct de Moscou. Le chemin va être assez long. Tiens, Dominique, je me tourne vers vous. Qui va céder? Visiblement, on a déjà une petite idée. Non, mais on voit quand même que le narratif qui est fait depuis, dans certains pays occidentaux, de la part de ceux qui accusent l'Ukraine d'être va-t-en-guerre et de ne pas vouloir le cessez-le-feu, on voit quand même depuis 10 jours qui ne veut pas le cessez-le-feu. Les Russes, évidemment, gagnent du temps. Ils ont envoyé une délégation d'assez bas niveau. Et donc on sait où est la responsabilité. La Russie gagne du temps sur le terrain parce que l'état des forces et des combats lui est plutôt favorable, et ils tiennent un peu quand même Donald Trump qui lui veut le cessez-le-feu. Quand vous, dès le début, vous donnez votre objectif et vous considérez que vous allez l'atteindre quoi qu'il en est, et bien quoi qu'il en coûte, eh bien Donald Trump se retrouve assez piégé, et à moins de rebondissement ultime. Il y a un dernier élément, moi, qui me paraît intéressant, c'est quelle est la composition de la délégation américaine. Ça n'est pas Rubio, Marco Rubio, le secrétaire d'État, comme il y a 3 semaines. C'est Steve Witkoff, oui, qui est ministère spécial. Beaucoup, disons, plus proche, qui considère que le président russe veut la paix et qu'il n'y a aucun souci. Donc il est un petit peu dans l'état d'esprit déjà bien... La viande est attendrie, voilà, si je puis dire. C'est intéressant ce que vous disiez, effectivement, de savoir qui se trouve autour de la table des négociations et qui parle. Effectivement, il y a un déséquilibre dans le niveau protocolaire. On va dire, Zelensky, il envoie son ministre de la Défense. Poutine, lui, il envoie des fonctionnaires d'un rang inférieur. Ça en dit déjà long sur la tenue de ces négociations, peut-être. Ça s'appelle la tactique diplomatique. D'abord, les pourparlers, c'est toujours long. Ensuite, en général, quand on pourparle, on escalade sur le plan militaire. Donc, c'est pas étonnant que Russes, d'ailleurs, comme Ukrainiens, escaladent sur le plan militaire. Et après, il faut regarder réellement quels sont les intérêts, en tout cas les objectifs poursuivis. Parce que Trump, c'est assez clair, Dominique le disait. Les Russes, on peut considérer que leur objectif, il est essentiellement politique. C'est grosso modo restaurer les marches de l'Empire. Bon, c'est le projet de Poutine depuis maintenant quelques décennies, et pour peut-être quelques décennies, ce qui devrait nous inquiéter. Et du côté... Évidemment, des alliés, et notamment des Américains, l'ambition, elle est essentiellement économique. On l'a vu, c'est le grand deal autour des minerais, c'est finalement bénéficier des dividendes de la guerre sans avoir à continuer de la faire. Donc ça prendra forcément du temps parce qu'on n'est pas sur les mêmes objectifs finaux. Et évidemment, pour commencer
par un cessez-le-feu partiel, ça permet aussi d'expliquer d'abord de le mettre en place, éventuellement, que ce cessez-le-feu partiel se transforme éventuellement dans quelque chose de plus durable. Donc c'est pas du tout étonnant que ça parte comme ça, mais ça va mettre du temps, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette semaine de négociations? Est-ce qu'il y a quelque chose à en attendre, Michel Polaco? Bon, je pense, et je suis d'accord avec les interlocuteurs précédents, Dominique Seux et Jean-Baptiste Djebari, que ça va traîner un peu. Ça va traîner pourquoi ? Parce que les Russes ont des bonnes raisons pour avoir envie que ça ne se précipite pas, puisque pendant qu'on discute, il se passe des choses sur le terrain. Pour eux, récupérer la poche de Koursk, c'est évidemment un point très important, parce que c'était un point de négociation, et du coup, ça ne sera plus un point d'échange. On peut dire que c'est quasiment terminé pour Koursk. On peut dire que c'est quasiment terminé pour Koursk. Bon, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est ce qui se passe autour du Donbass. La Crimée, je crois que la question ne se pose plus non plus. Alors, de part et d'autre, vous avez vu, la guerre des drones se poursuit. Il y a eu 59 drones ukrainiens sur la Russie qui, paraît-il, ont été interceptés ces dernières 24 heures. Il y a eu aussi une trentaine de drones russes sur des positions en Ukraine qui ont, certains d'entre eux, n'ont pas été interceptés. Il y a eu des victimes. Mais disons que là, on n'est pas dans la guerre intense qu'on a connue il y a quelques mois. De part et d'autre, c'est une situation de demi-attente, si je puis dire. Les Russes savent très bien où ils veulent aller depuis le début, et je dirais même, à mon sens, ils n'ont pas changé d'objectif depuis 2022. Et on pourrait même dire depuis 2014, ils n'ont pas changé d'objectif. Les Américains le savent très bien, et manifestement, les équipes de négociateurs et le président Trump estiment que ces revendications des Russes doivent être quelque part satisfaites. Les Américains, qui ont beaucoup poussé l'OTAN sur le territoire ukrainien, si je puis dire, et donc qui ont d'ailleurs fait revivre l'OTAN. Souvenez-vous de cette déclaration en mort cérébrale d'Emmanuel Macron. Mort cérébrale de l'OTAN. Alors les Américains ont réussi à faire renaître l'OTAN. Je crois que ça n'est plus la stratégie du président Trump. D'abord parce qu'il estime que l'OTAN ça coûte cher et que les Européens doivent se débrouiller. Et puis deuxièmement parce que je crois qu'il a compris aussi que pour les Russes, qui avaient dissous leur pacte de Varsovie il y a 40 ans, 35 ans, c'était absolument intolérable et insupportable de voir tous les anciens pays du pacte entrer dans l'OTAN. Donc on en est toujours à cette situation, elle n'a pas évolué. Donc les Russes, maintenant, ils ont à peu près l'assurance que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Il va falloir aussi peut-être leur donner l'assurance que l'Ukraine n'entrera pas dans une alliance de sécurité avec l'Union européenne. Et là, on va en parler aussi. Croyez-moi, ça va être débattu obligatoirement à un moment ou à un autre. Et puis à ce moment-là, on commencera peut-être, si on arrive à se mettre d'accord, une petite désescalade. Voilà. Mais il y en a pour des semaines et peut-être des mois. C'est pas. Et là, on parle d'une semaine décisive, mais vraisemblablement, ça va être des semaines. Vous savez, chaque bataille, chaque discussion est décisive. Le problème, c'est d'arriver à la dernière grande bataille. C'est quand même vraiment la façon dont Washington et Moscou parlent quasiment le même langage. Il y a une interview de Witkoff, l'émissaire très proche de Donald Trump à la télévision américaine cette nuit, où il dit tellement de bien de Vladimir Poutine que les médias russes, ce matin, en fait, en font des gorges chaudes, en se félicitant du pas de deux entre Moscou et Washington. Justement, on va l'écouter, Steve Witkoff, on va bien voir de quoi vous parlez. J'ai la sensation que Vladimir Poutine veut la paix. Le président Trump a eu 2 coups de fil très productifs cette semaine. Un avec le président Zelensky et l'autre avec le président Poutine. J'y étais et j'ai écouté les 2 parties lors de ces conversations. L'objectif était clair, trouver une paix durable. Isabelle Saporta, là, c'est vraiment la même longueur d'onde. Witkoff, de toute façon, il était déjà allé voir Poutine et il se félicitait du portrait qui avait été fait, qu'il avait donné à Donald Trump, et que Poutine aurait prié au moment où Donald Trump avait été touché à la tête, enfin à l'oreille. Donc on était déjà dans ce pas de deux, avait commencé bien avant cette interview. Moi, je voulais juste revenir sur la question des accords tout à l'heure. Même quand la Russie propose en fait de revenir sur la question des accords céréaliers. Ça a l'air de presque rien cette histoire, mais je suis certaine que vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Ça, c'est un accord qui a eu lieu en 2022. Et effectivement, c'était au fond les céréales ukrainiennes contre
la possibilité d'exporter l'engrais russe. C'est les Russes qui en sont sortis en disant non, mais en fait, vous respectez pas ça, c'est pas bien. Pourquoi là, les Russes veulent repartir là-dessus? Parce qu'en fait, ils sont devenus très très forts aujourd'hui sur les céréales. Ils ont armé leur agriculture. Aujourd'hui, ce sont eux qui exportent, par exemple, en Algérie. Ils nous ont remplacés en Algérie. Et donc, ils sont en train d'être dominants sur ces questions-là. Et au fond, ils disent à l'Ukraine, mais si on va vous aider. Mais l'Ukraine n'a plus besoin de ça. L'Ukraine est en train de déverser en fait son blé plutôt sur l'Europe, ce qui d'ailleurs est très compliqué vis-à-vis de nos propres agriculteurs. Donc, ils savent très bien ce qu'ils jouent. En fait, ils jouent l'agriculture française contre les agriculteurs ukrainiens. Ils nous montrent qu'on a été remplacés aujourd'hui en Algérie. Donc même quand ils font une concession, ça n'en est pas une. Je me demande quand même si vous n'êtes pas trop subtile en réalité, Isabelle, parce que je crois que c'est une manœuvre dilatoire. C'est pour gagner, là encore, du temps. On rentre dans une négociation, puis une sous-négociation, puis une sous-sous-négociation, et à la fin, le temps s'étire. Je pense que le temps... Moi, je ne suis pas... Non, mais il y a du fond aussi. Je ne suis pas certaine que le temps s'étire tant que ça, parce que là, c'est quand même... penser que Donald Trump, qui a un tantinet sous pelé, on va pas se mentir, supporte de se faire humilier. Et ça, je suis pas certaine qu'il attende des semaines. C'est le pari des Européens depuis le début, on l'a déjà dit à plusieurs reprises sur ce plateau, que le pari des Européens, c'est qu'à un moment, Donald Trump soit déçu par Vladimir Poutine. Ça n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, on en est très loin. Non, c'est love story. Là, pour l'instant, c'est la bromance, comme on dit. Voilà, Mais je suis d'accord avec Dominique, sachant que Donald Trump, à ce stade, il a parié sur deux grands moteurs. Le moteur intérieur, qui est un peu en train de se gripper sur les sujets des guerres commerciales. Il est en train de faire Elliott Kearney au Canada, quand même, qui était son opposant historique en 3 semaines. Et il le sait. Et il le dit d'ailleurs, il verbalise à la télé il y a encore 2 soirs. Et deuxièmement, sur l'international, c'est 24 heures, je réglerai la guerre. Évidemment, c'était rhétorique, mais ces 24 heures peuvent se transformer un peu en bourbier politique pour lui, sachant qu'il regarde beaucoup les sondages et que sur les sondages, aujourd'hui, il est très majoritairement... il déçoit très majoritairement les Américains. On peut compter aussi là-dessus sur un agacement à venir peut-être de Donald Trump, sentant que finalement, il n'a pas complètement la main, en tout cas chez lui. Écoutez, je crois qu'il commence à prendre l'habitude de manger du feutre. Vous savez, manger son chapeau. Parce que, bon, il a fait des déclarations spectaculaires avant de prendre ses fonctions. Et puis, bon, maintenant, on s'aperçoit que la paix en 24 heures, que ce soit à Gaza ou que ce soit en Ukraine, c'est un doux rêve et que ça ne peut pas se passer comme ça. Mais il est capable aussi d'en tirer les leçons. C'est-à-dire que, bon, ça s'est très, très mal passé entre lui et le président Zelensky à Washington. Et néanmoins, il est reparti quand même dans un cycle de discussion. Alors c'est plus directement, c'est plus lui, c'est plus face à Zelensky, mais je crois qu'il met un peu d'eau dans son vin et qu'il accepte, il est capable de comprendre. Puis il y a des gens autour de lui aussi qui doivent lui dire que pêcher à la grenade, ça marche un temps, mais ça marche pas éternellement. J'aime beaucoup l'expression manger du feutre de Michel, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de manger du feutre en ce moment, c'est Elon Musk sur le front intérieur. On a vu ce week-end des images de réunions d'électeurs républicains avec leurs représentants, et les électeurs républicains disaient « Je ne comprends pas très bien, moi j'étais un fonctionnaire, j'ai été viré, pourtant je suis républicain, donc qu'est-ce qui se passe ?» Et donc ça, voilà, j'allais dire, je ne sais pas si ce sont les anticorps qui sont en train de se réveiller, mais la formule est intéressante. La période est en train, on est en train d'entrer dans une nouvelle phase sur la relation de Donald Trump après la stupéfaction et la sidération de son élection et de son entrée en fonction. Il y a une nouvelle phase qui est en train de s'ouvrir. Alors pendant ce temps-là, les Ukrainiens, eux, tentent tant bien que mal de faire bonne figure. Écoutez le président Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui a eu lieu la deuxième réunion des équipes ukrainiennes et américaines en Arabie Saoudite. Cette fois-ci, la réunion était plus technique, avec nos militaires, nos diplomates, nos représentants du ministère de l'Énergie. Je viens de parler avec Roustem Ouvrov, qui m'a informé à propos de la réunion et du déroulement des négociations. Notre équipe travaille de manière tout à fait constructive. Et son ministre de la Défense, Roustem Ouvrov, qui dit « Nous avons conclu notre rencontre avec l'équipe américaine. La discussion a été productive et ciblée. Nous avons abordé des points clés, notamment l'énergie. » On sent une volonté de ne surtout pas contrarier. Je pense qu'il y a un double enjeu pour Zelensky lui-même. C'est d'abord négocier dans les meilleures conditions possibles, et 2, c'est sa survie politique, voire même sa survie physique, mais au moins sa survie politique. Parce qu'aujourd'hui, les seuls alliés objectifs de Zelensky, c'est l'Europe, et dans l'Europe, quelques pays européens.
quelques pays européens, et notamment aujourd'hui, européens en incluant les amis britanniques, mais c'est notamment la France, le Royaume-Uni, quelques pays baltes, etc. Donc il a ce double enjeu-là, et je pense qu'il sait très bien ce que ça veut dire, Zelensky, depuis 2022, que d'avoir peur pour son pays et peur pour sa survie politique. Et non, c'est un moment extrêmement compliqué, je pense, pour les Ukrainiens, la politique ukrainienne. Il est fort à parier que dans un accord qui dirait plus ou moins son nom, la demande d'élection tenue en Ukraine soit extrêmement forte, y compris dans la partie devenue non russe de l'Ukraine. Je pense que c'est un moment extrêmement difficile pour lui. Isabelle ? Je trouve ça intéressant aussi qu'on revienne sur cette question de l'énergie et de la centrale de Zaporijjia. Parce qu'en fait, au début, il a essayé de résister quand même, Zelensky, en disant non, mais en fait, voilà, ça fait partie du capital des Ukrainiens. Et là, on voit bien quand même le partage de l'Ukraine de façon... c'est vraiment dévoratrice par effectivement la Russie et les États-Unis. Pourquoi ils ont besoin de Zaporijjia, les Américains ? Parce qu'ils veulent toujours les minerais rares. Et que pour les extraire et que pour les traiter, ils ont besoin d'énergie. Et donc, ils veulent leur petite entreprise locale, en fait. Et donc, on voit, c'est ça qui est terrible dans les images qu'on voit, effectivement, de Zelensky ou de son ministre, c'est qu'ils le savent. Ils sont en train de se faire totalement déposséder. Totalement. Du noyau dur de la économie, de ce qu'ils sont, et effectivement avec un sang-froid terrible. Et donc on assiste à ça, c'est-à-dire le retour des grands fauves, avec, comme le disait avec beaucoup de justesse Jean-Baptiste Djebbari, une absence totale de l'Europe qui n'existe pas, qui est là à commenter sur le bas-côté, sur le banc de touche en fait. Et alors que ça se passe chez nous, c'est vraiment un moment où on est totalement démunis face au retour de la politique des continents. C'est un dépeçage en règle avec cette question centrale qu'évoquait Isabelle de l'énergie. Oui, alors l'énergie est évidemment centrale, même si, attention quand même, des terres rares, il y en a à peu près partout. La question, c'est les conditions d'exploitation. Et ça qui sait qu'en Chine, là, c'est plus compliqué. Voilà, c'est ça. L'évaluation des ressources du sous-sol ukrainien en terres rares fait l'objet de discussions d'experts à l'infini. Il suffit pas de se baisser avec une petite cuillère et de ramener des milliards de dollars. Je pense qu'il y a un petit peu de fantasmagorie dans l'esprit américain en ce moment. Mais je voudrais faire juste un commentaire sur ce que disait Isabelle à l'instant. Ce qui est quand même frappant, si on recolle un peu l'actualité de ces derniers jours, c'est que ce soit en Turquie, que ce soit en Israël, que ce soit en Serbie, on voit que l'illibéralisme au sens large, en tout cas que la radicalisation des pouvoirs a lieu un peu partout quand même. Aux États-Unis, et aux États-Unis, bien sûr. Aux États-Unis, bien sûr. On est dans une phase qu'on croyait, j'allais dire un peu ultra minoritaire, très marginale avec la Hongrie et la Pologne il y a quelques années, mais en fait il y a une tâche qui est en train de s'élargir. Ce qui se passe en Turquie est quand même incroyable. Alors il y a des manifestations considérables. On rappelle que le principal opposant d'Erdogan, au président Erdogan est le maire d'Istanbul. Et donc en fait, et ça soulève évidemment des manifestations, c'est normal, mais on voit que je ne dis pas que c'est à cause de Trump, parce que chaque pays... Ça libère quelque chose. L'ordre mondial, on dit depuis un certain temps. Le mouvement de balancier va finalement plus loin qu'on pouvait le croire, et il a été libéré par l'élection de... Il y a une autre façon de le voir, Dominique. Alors évidemment, il y a à nouveau un primat du politique avec un grand P et des incarnations très, très fauvesques en politique sur les autres pouvoirs ou contre-pouvoirs. Et une autre façon de le voir, c'est peut-être qu'en Europe, on n'a pas eu assez de politique, on a eu une vie très moribonde dans les partis, on a eu des incarnations parfois fortes avec des parlements un peu faibles, et que quand la politique s'efface, et je pense qu'elle s'est effacée notamment en France pendant 40 ans, il n'est pas tout à fait anormal de voir que dans l'histoire réémergent des propositions politiques très fortes. Alors effectivement, le sujet, c'est le balancier. Là, je suis ton raisonnement, c'est que le balancier a tendance à effacer, y compris les contre-pouvoirs. C'est la mise au pied du pouvoir judiciaire aux États-Unis et ailleurs. Et une démocratie ne peut fonctionner qu'avec un pouvoir politique fort et des contre-pouvoirs efficaces. Mais on est là-dedans. Ancien Premier ministre. Non, pas encore. Pas encore. Voilà. Non, mais qu'est-ce que ça nous dit, Jean-Baptiste Djebbari, sur le paysage politique français ? Est-ce qu'au fond, ça peut, quand on regarde l'environnement international, on peut se dire, mais au fond, les partis, alors le RN va apparaître comme un parti finalement modéré par rapport à tout ça. Ce que je pense avec un peu de recul, c'est qu'on vit dans des démocraties qui sont assez faibles en Europe depuis assez longtemps. Avec un Parlement, on le voit, si on prend que la France, un Parlement qui est aujourd'hui à la fois bordélisé et faible dans sa capacité à agir, avec un gouvernement
constitué essentiellement pour survivre et avec une incarnation présidentielle qui malheureusement pouvait... Alors, je dis malheureusement parce que moi j'ai fait partie de cette aventure-là. Effectivement, la fin du règne d'Emmanuel Macron est probablement un peu difficile pour lui et pour le pays. Parce qu'avoir un pays incapacité dans l'action, c'est évidemment difficile pour le pays. Donc, moi je pense qu'on peut avoir des démocraties qui sont fortes. Ça nécessite de retrouver de la directivité, une capacité à agir, des contre-pouvoirs qui existent, mais parfois qui ne deviennent pas trop dominants. Je prends un exemple dans mon secteur. Le moindre projet d'infrastructure que vous voulez construire, aujourd'hui, vous mettez 12 ans, 15 ans à le faire en France. Tout ça... C'est que la France ou c'est l'Union européenne au sens... C'est d'une manière générale l'Occident. On a mis énormément de normes. C'est la raison pour laquelle le patron d'EDF, c'est une des raisons pour laquelle le patron d'EDF a été viré, on va dire les mots comme ça, vendredi, c'est parce qu'il a eu l'audace de dire... C'est l'enfer d'investir en France tellement c'est long et c'est compliqué. Mais je pense il n'a pas tout à fait tort. C'est pas la seule raison. Mais là, on va peut-être revenir. On s'éloigne un petit peu quand même. C'est comment on revient. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir un primat du politique en démocratie. Sinon, je pense que les gens s'y perdent. On ne fait rien et on est face à des continents adversaires, parfois alliés, mais souvent adversaires sur plein des sujets qui sont féroces et qui ne s'embarrassent pas de ces conditions-là. On a nous une approche très morale des choses, très normative des choses. Dans ce monde, ça marche quand même cassé. En tout cas, oui, en dehors de l'Europe, ça ne fonctionne pas comme ça. Michel Polaco, vous vouliez réagir ? Oui, parce que je pense que l'un des sujets de fond que vous avez abordé, c'est l'absence de l'Europe dans tout ça. Et je pense que malheureusement, c'est la sanction de décennies d'incapacité des pays d'Europe à faire une Europe politique. On a fabriqué une Europe économique, on a commencé par la communauté économique charbon-acier, on a fait une Europe qu'on a largement agrandie et dans laquelle on a réussi à faire une union monétaire, un euro, on a réussi à créer même un office de coopération pour le développement de l'armement et pour le développement des armements, etc. On a créé une brigade franco-allemande et on a essayé de créer des unités européennes de défense, des forces d'action rapides, etc. On a fait beaucoup de choses. Mais tout ça, c'est quand même dans un grand désordre, sans capacité à faire une Europe politique. Comme il n'y a pas d'Europe politique, évidemment, il ne peut pas y avoir de dissuasion européenne, que ce soit classique ou nucléaire. Parce que l'Europe, aujourd'hui, sa défense, c'est les Américains. Alors, ça sera peut-être différent demain, mais malgré tout ce qu'on a pu dire, c'est pas du tout en train de se mettre en place. C'est ce qu'on dit. Et vous savez, c'est pas avec les 800 milliards dont on parle qu'on va remplacer l'OTAN et sa crédibilité. Parce que la force, la puissance, c'est d'abord la crédibilité. Si vous n'avez pas la crédibilité, vous pouvez mettre en marche toutes les industries que vous voulez. Ça sert à rien. Il faut les deux. Il faut la force. Le faire parce que de toute façon, l'OTAN, tel qu'il existait, n'existera plus. Donc, quoi qu'il en soit, c'est pas dit. On peut. Ah ben c'est quasiment. Vous savez, l'OTAN, c'est la défense européenne plus les Canadiens et les Américains. Mais on a essayé avec la communauté européenne de défense, on n'y est pas arrivé. On a essayé avec un truc dont plus personne ne parle. On n'y est pas arrivé. Donc on peut se dire qu'on a peut-être une chance 70 ans plus tard de faire mieux. J'en ai été le témoin parce que j'ai fait partie des gens qui ont siégé dans une instance. L'Union européenne occidentale, c'était l'OTAN européenne. Sans les Américains, sans les Canadiens. Bon, on était obligé de la flinguer, en gros, en 2007, quand Sarkozy est devenu président et qu'il a dit, allez, on revient dans les structures intégrées de l'OTAN, sauf pour le nucléaire, bien sûr. Mais pardonnez-moi de vous interrompre, soit on est capable aujourd'hui en fait, d'avoir ce sursaut européen, soit en fait on est mort quand même. Il faut dire les choses. Mais on ne peut pas, on n'a pas d'Europe politique. Alors, pardonnez-moi. On ne peut pas avoir une Europe de la défense. Moi, là-dessus, il faut, puisque c'est quand même moi qui veux prendre la défense d'Emmanuel Macron, ce qui est un comble, Jean-Baptiste Djebbari, ce matin. Mais je pense, voilà, comme quoi tout arrive. En tout cas, si vous voulez, c'est évident que c'est exactement le mouvement qu'il fallait faire. Pourquoi ? Parce que là, vous avez vu les derniers chiffres qui sont sortis sur l'armement européen. Aujourd'hui, 62% des armes achetées sont américaines. Pourquoi ? Parce que le deal, c'était de dire on achète américain, on veut la protection américaine. À partir du moment où on n'a plus la protection américaine, on a quand même ce marché qui se réouvre à nous. Et la question, quand vous discutez avec Je me trouve très optimiste. Quand vous discutez avec des militaires, la question qui se pose aujourd'hui, au fond, c'est est-ce qu'avec cette guerre qui s'est passée en Ukraine, et est-ce que aussi avec en fait tous les moments qu'on a ratés, c'est-à-dire la dronisation, c'est-à-dire tous ces moments technologiques, en fait, maintenant, on sait ce qu'il faut faire et on a une chance historique de se lancer. C'est ce qu'il faut faire pour la dernière guerre, celle qu'on est en train de faire, pas pour la prochaine. Alors, on va parler de l'Europe. C'est passionnant ce que vous dites. On va parler de l'Europe, mais l'heure tourne. Je voudrais qu'on jette un coup d'œil dans le rétroviseur et qu'on s'intéresse à notre boîte à archives ce matin.
3 cycles de pourparlers ont eu lieu. La partie ukrainienne a entendu nos propositions très concrètes et nous a promis qu'il y aurait des réponses très concrètes. Nous attendons. J'espère que le format de discussion que nous avons eu aujourd'hui se poursuivra. Je suis prêt, si la partie russe est prête, à une discussion sérieuse. Et non à une énième répétition de symboles et de discours de propagande sur l'Ukraine. Voilà, c'était ces négociations en 2022, quelques mois juste après l'invasion russe en Ukraine, et ça n'avait rien donné. Non, mais ça n'avait rien donné, mais c'était assez logique. On était juste un mois après. Enfin, là, oui, c'était vraiment quelques semaines après. Oui. Non, mais il n'y a rien de très surprenant. Mais au fond, les termes n'ont pas tellement changé. En fait, les Russes sont toujours avec les mêmes objectifs. C'est-à-dire 3 ans après. Évidemment, la Crimée, ils ont bien conscience qu'ils ne vont pas récupérer la Crimée. Ça me paraît évident. Et ils ont, à mon avis, bien conscience aussi qu'ils ne vont pas réclamer les oblasts qui sont plutôt russophiles. Et donc, au fond, quelle est la sincérité des Russes aujourd'hui? On revient au point de départ, c'est-à-dire ils sont en train simplement de gagner du temps. Et ça sauf que c'est plus le même président aux États-Unis. Oui. Et qu'on ne peut pas dire, mais J.D. Vance, le vice-président en charge aux États-Unis, il a dit bien avant l'élection quel était son plan sur l'Ukraine, qui est exactement le même que celui de Poutine. Donc on peut se dire que cette fois-ci, effectivement, ces pauvres Ukrainiens n'arriveront pas avec autant de soutien. Surtout que les Russes et les Américains, maintenant, ils ont des intérêts communs bien au-delà de l'Ukraine. Dans un instant, on va